bonjour à tous et merci de m'avoir invité, me permettant de revenir encore une fois en terre finistérienne. Ça m'arrive quand même 4-5 fois par an. Et ce matin, c'était un peu compliqué parce qu'à 4h30, je partais d'Amsterdam où on avait hier soir la nuit des chercheurs. Dans le monde entier, tous les 27 septembre, tous les pays du monde organisent la nuit des chercheurs. Et les chercheurs peuvent s'exprimer, dire ce qu'ils ont envie de dire. Et on a invité dans différentes régions du monde. Et hier, à Amsterdam, à la grande bibliothèque d'Amsterdam, il y avait donc 2 conférences. Une l'après-midi avec les lycéens du lycée français d'Amsterdam, des gamins de seconde, première terminale. Grand moment, beaucoup d'émotions. Ils sont dans une situation, mettez-vous un petit peu à leur place, ce qu'on va raconter, ce que vous a raconté Laurent ce matin, ce que je vais vous raconter maintenant, dans les 2 drames actuels qui sont le changement accéléré du climat et l'effondrement du vivant. Comment on communique avec eux? On leur dit des choses qui sont vraies sans les désespérer. Comment on les aide? Quand j'entends des anciens qui disent « nous on n'a pas réussi, ils vont réussir », on se fout du monde. Ils me disent « moi j'ai 17 ans, je ne sais pas ce qu'il faut faire, monsieur le professeur. Comment je fais pour faire des choses que vous n'avez pas réussi ?» Puis ça va très loin, on va me dire « mais pourquoi on nous a fait ?» Ça va jusque-là. J'ai mes étudiants à Paris qui me disent souvent, à la fin d'un cours, on demandait ça au curé avant, est-ce qu'on fait des enfants? Pour qu'un professeur d'université soit confronté à des choses comme ça aujourd'hui, ça veut dire quand même qu'on a laissé dériver le système quand même pas mal. Alors je ne suis pas du tout là pour vous culpabiliser, ce n'est pas mon style. Vous responsabiliser, oui, on prend nos responsabilités, on attaque le système très sérieusement, mais pas nous culpabiliser, c'était une histoire. Mais comment on fait maintenant pour collectivement s'en sortir? Je suis un fils spirituel d'Edgar Morin. Je travaille beaucoup avec Edgar, on se voit beaucoup. Edgar est né en 1921. Vous imaginez ce monsieur, ce qu'il a vécu. C'est le plus grand philosophe actuel. Il a la chaire à l'UNESCO de la complexité. Et croyez-moi, bon, il n'entend pas très bien, il ne marche pas vite, mais les neurones, ils marchent toujours. Tous les matins, il fait un tweet. Écoutez son tweet à Edgar. Et il disait au président Macron l'autre jour... Vous savez, monsieur le président, quand on gouverne comme ça, en oubliant une partie des gens, et pensez aux gilets jaunes, le premier gourou qui passe, il gagne. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Qu'est-ce qui peut très bien se passer chez nous? Et deuxième chose, il disait, chaque fois que l'humanité revient à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on ait en tête en permanence. C'est extrêmement important, avec 2 remarques du début aussi sur lesquelles je vais terminer ce préambule. Quand les Nations Unies publient le chiffre récemment, vous savez que le premier critère des ODD, Objectifs de développement durable, c'est 1, éradiquer la pauvreté. C'est la principale maladie de la Terre. Et bien quand on regarde aujourd'hui ce que publient les Nations Unies, dans l'extrême pauvreté, les 2/3 sont des femmes. Il y a les inégalités dont on parle tous les jours. Dans les grands accidents extérieurs non dépendants de l'humain, une éruption volcanique, un tsunami, les 2/3 des victimes sont des femmes. Donc c'est des questions qu'il faut qu'on se pose en permanence. Et l'humain, je ne le comprends toujours pas, parce que c'est vraiment la seule espèce où un de ces genres est nié. Et c'est nous-mêmes qui nous sommes appelés sapiens. Quand Carl von Linné, on est en 1758, décide d'appeler l'humain Homo sapiens, l'homme qui sait. Alors qu'il a déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, on les appelle sapiens. Une espèce qui déjà n'est pas fichue de respecter un de ces genres, c'est quand même un petit peu inquiétant, on ne mérite pas du tout le nom de sapiens. Nous sommes Faber. J'ai un micro, on fait des barnums, on passe à la télé, on raconte des histoires, on a des avions, on est Faber. On sait construire, j'ai un pantalon et des chaussures, tous ici, on est Faber. Et Edgar dit, on est pas mal démence en ce moment, finalement. On doit devenir sapiens. Et cette intro, je la terminerai en disant une chose, c'est qu'il est grand temps de devenir sapiens, ça sera probablement le projet du XXIe siècle, dans la réharmonisation des relations entre l'humain et cette nature qui nous entoure. Nous sommes la nature. Elle n'est pas à côté. Je vais vous le démontrer. On est en plein dedans. On ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que vous mangez tous les jours? Comment vous faites des fromages? Comment vous faites du pain? Comment vous faites du vin, de la bière, du cidre? Sans biodiversité, c'est absolument impossible. Et ça, on l'oublie. C'est d'autres qui le racontent. Et on a beaucoup inquiété nos enfants. Alors, je ne suis pas du tout un catastrophiste. Je ne tombe jamais dans la collapsologie. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est trop dangereux vis-à-vis des jeunes. Notre question, c'est de réagir. Nous devons changer.
Einstein disait déjà qu'on ne peut pas répondre à des choses qui ont changé en ne changeant pas. Hein. Aucune espèce vivante ne s'est adaptée à quoi que ce soit depuis que la Terre tourne sans changer. Voilà, on va voir comment on peut essayer de changer. Alors, je vous ai mis ici 2 écosystèmes. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière sur le bord puisque... Non, parce qu'on peut laisser au fond, mais là c'est beaucoup moins joli au niveau des couleurs, quoi. Bon, c'est dommage. Tant pis pour vous. Hein. Moi, je connais mes images. Donc, en bas, l'Amazonie. On est en France, en Guyane. 50 000 espèces au kilomètre carré. Il y a 3 fois plus d'espèces que dans toute la Bretagne sur un carré de 1 km en Amazonie. 3 grands bassins au monde. Le bassin du Congo, les 2 grandes îles en Asie que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo, et l'Amazonie. Là, vous avez plus de la moitié de ce qu'on connaît comme espèces vivantes sur la Terre. Et l'équivalent marin, c'est le récif corallien, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Donc il y a très clairement beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. On sait pourquoi. Et puis, dans tout ça, finalement, voilà comment l'humain réagit. Shanghai, eh bien, à Shanghai, vous avez la moitié des Français, 35 millions d'habitants. Donc effectivement, quand on me dit « ouais, mais tu comprends, c'est pas si grave, l'humain fait pas grand-chose », ben non, on a changé la forêt tropicale et le récif corallien en ville de plusieurs millions d'habitants. C'est une vraie question. Et qu'est-ce qui vous rend intranquille? Je ne vais pas insister beaucoup parce que Laurent vous en a très bien parlé ce matin. C'est ça, 2 petites courbes. J'ai regardé sur 120 ans ici au Ménesmer, hein, température 1,2 degré de plus sur 150 ans, et la mer monte. La mer, pendant 5000 ans, est montée de 1 mm par an. C'était insensible. Et 2 chiffres aussi, j'aime bien les chiffres. Il y a 19 000 ans, ici, la température de l'air et de l'océan était 4 degrés plus basse. Et la mer, 125 mètres plus basse. Ce n'est pas 2 mètres, ce n'est pas 20 centimètres. 125 mètres plus basse. Ils sont passés à l'époque de l'Asie à l'Amérique. Ils sont passés de l'Inde à l'Australie. Ils sont passés effectivement en Angleterre, on y allait tous les jours. Donc on a quelques raisons effectivement d'être intranquille dans tout ça. Et je termine par 2 petits exemples. Ma grenouille chérie. Darwin fait le tour du monde avec le Beagle à la fin du 19e. Et dans les grandes forêts de Patagonie, là où sont ces arbres extraordinaires que sont les araucarias, qui vivent entre 1000 et 3500 ans. Et les lencas. Les lencas, c'est les robles, c'est les chênes d'Amérique du Sud de Patagonie. Ils font 40 mètres de haut. Hein. Ils trouvent ces petites grenouilles. Alors à l'époque, on la prend, on la met dans un flacon, et puis il la ramène à Londres, et on l'oublie pendant 100 ans, sur un rayonnage du musée. Il y a quelque temps, quelqu'un qui regarde, tiens, une grenouille, on ne la connaît pas, c'est Darwin qui l'a trouvée, on va l'appeler Rhinoderma darwini. Et je suis allé la chercher au mois de janvier dernier, elle part, et ça c'est un bel exemple pour ce qui se passe ici dans cette région. Hein. On coupe tous les lencas et les araucarias pour à la place mettre des eucalyptus et des pins. Et ma grenouille, elle n'aime pas ça. Elle va partir. Dans l'indifférence générale, tout le monde s'en fout, on ne la connaît pas de toute façon. Hein. Et c'est ça qui a fait pleurer Greta Thunberg. Quand je rencontre des gens capables de pleurer, quand on raconte une histoire de grenouille qui s'en va, c'est fort. C'est des gens qui ont une sensibilité extraordinaire. Et quand je vois comment on s'est moqué d'elle, dans quoi on l'a traînée quand elle est venue récemment, c'est un enfant, c'est une fille, c'est encore pire. Si on était un mec, à la limite, on pouvait l'écouter, et elle est malade. J'aimerais bien être malade comme ça. Elle est 10 fois plus intelligente que les gens qui l'attaquent. Relisez les textes sortis sur elle. Il y a 2 très beaux textes, heureusement, dans tout ça, dans cette noirceur totale. Jean-Marie Leclésio, qui a fait un très beau texte sur cette gamine, à la mi-mars 2019, dans l'IB, et l'éditorial de Geoffrin avant-hier. Vadé, rétro, Greta. Voilà. On en est là aujourd'hui. Comment est-ce que les gens de bonne volonté vont s'organiser pour agir face à cela? Moi, je vous défie de dire quelque chose dans ce qu'elle a dit qui soit faux. Après, on discutera. Et hier, mes petites Hollandaises que j'avais hier, elles me faisaient penser à Greta. Quand cette jeune fille s'est mise à pleurer, parce que je parlais de grenouilles, je suis incroyablement émotionné, bouleversé. Comment nous faisons tous? J'étais au Danemark, je bouge un peu trop pour mon empreinte carbone. Lundi dernier, on avait un débat super intéressant qu'il faudrait qu'on reproduise en France. 3 communautés, les scientifiques, les politiques et les écolos extrémistes, ceux qui sont violents. Hein. Il y avait Rewild, il y avait Watson avec Sea Shepherd, et puis il y avait aussi Extinction Rebellion. Tous ensemble, on n'arrive pas à changer les choses. Il manque un 4e corps qu'on va mettre la prochaine fois quand on ira en avril reprendre le tome 2 de la conférence, l'entreprise.
L'entreprise. On ne pourra pas régler ça sans l'entreprise. Je pense que ces quatre-là, des ONG qui bougent, l'entreprise et puis effectivement les scientifiques, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Avec le monde politique, on peut faire quelque chose. Et ma dernière image, c'est ça, c'est le Groenland. C'était juste avant. Et c'est vrai que ce Groenland, il s'en va, il contribue énormément à la remontée du niveau de la mer. On en a beaucoup parlé. Le rapport du GIEC est sorti avant-hier. Hein. On l'a eu hier matin, je l'avais vu en fait mercredi soir. Bah, même pour moi, il est flippant. Hein. Alors encore une fois, ne nous désespérons surtout pas. C'est pas en disant, bon, c'est foutu, c'est terminé. Non, vis-à-vis de nos jeunes, on ne peut pas faire ça. Puis quand on me dit, ouais, tu comprends, le problème, c'est la faute des femmes africaines qui font trop de mômes. Mais ça me rend malade. Le glyphosate, c'est la faute des filles africaines. La surpêche du thon rouge en Méditerranée, c'est la faute des filles africaines. Et moi, petit garçon élevé en Bretagne, dans les années 60, c'était fréquent des familles à 8, 10, 12 enfants. Donc ça veut dire que, revoyons, rebalayons devant notre porte, hein, pour voir effectivement comment collectivement aujourd'hui, on prend acte de tout ça, on ne nie surtout pas, et on aide nos jeunes à s'en sortir. On ne peut plus attendre une génération, hein, c'est trop tard. Il fallait s'en occuper avant. Alors voilà, ça c'est le rivage océanique, on est en Calédonie, on reste en France. La météorite d'Orgueil, je vous en avais parlé une fois dans une conférence ici, parce que ce caillou tombe du ciel en mai 1864, et c'est là que c'est intéressant. Il tombe du ciel. Aucun animal n'aurait ramassé un bout de caillou. La différence avec l'humain, on dit que la différence entre l'humain et l'animal. L'animal ne ramasse pas un morceau de météorite. Un brave paysan du Gers ramasse ce caillou. Il fait 11 kilos. C'est moche comme tout. Il l'oublie pendant 120 ans dans une caisse à oignons, dans le jardin. Et des randonneurs qui passent en 2005 disent, tu sais, c'est une météorite que tu as là. Oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassée. Tu me la donnes. Et elle finit à Paris, rue Buffon. Nous avons les plus puissants outils en géochimie d'analyse. Et grâce aux isotopes du chrome, on raconte une histoire. Et là, vous en pleurez. Ce caillou est ultra moche. Quand vous l'étudiez, science-based, sur de la science, pas sur des histoires inventées. La science n'est pas une opinion. C'est ça qui me gêne beaucoup en ce moment. On ne raconte pas de trucs, c'est des opinions de certains. Ce n'est pas de la science. Sur cette science-là, la science nous dit, ce caillou, il est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Alors quand vous le caressez, ça rechange un petit peu les relations au caillou. C'est moche, vous l'étudiez et vous racontez une fabuleuse histoire. On a besoin d'émerveillement, nos enfants aussi, et nous aussi. C'est ça que l'on doit faire aujourd'hui pour réagir à tout cela. Donc la vie apparaît sur du minéral antérieur. Là, je vous ai mis un estuaire, j'aurais pu prendre la rivière de Morlaix aussi. Hein. Donc j'ai l'eau douce tout en haut, ici, là, la mer ici. Je vais prendre 3 chiffres de physique, de base. La rivière est très peu minéralisée. On mesure ça en milliosmoles par litre d'eau. Donc, une rivière, c'est 10-20. Les amis de Haut et Rivière sont là. C'est 10-20 milliosmoles par litre. Il y a quelques éléments. Ce n'est pas l'eau distillée. Hein. Alors, prenez un poisson, mettez-le dans l'eau distillée, il n'aime pas du tout. Hein. Une rivière, ce n'est pas l'eau distillée. Mais c'est peu minéralisé. La mer, c'est 1050 partout. One ocean. Il n'y a pas des océans. Il y a un seul océan sur la Terre. Il y a plein de mers. Mais un seul océan, 1050. Où que j'aille, il y a 400 mètres de profondeur, 1050. 1050 l'océan, 10 l'eau douce. Et nous? Regardez ça là. Quelle est la salinité de cet estuaire? Votre sang. Tous ici dans la salle. 302 milliosmoles, ça ne bouge pas du tout. L'humain est profondément lié à ce milieu physico-chimique qui l'entoure. Chez chacun d'entre nous, notre sang raconte l'histoire. Quand vous ferez une prise de sang la prochaine fois, pensez un peu à moi et regardez les valeurs. Sodium, 142 millimoles. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, probablement. Chlorure, 105. Potassium, 3, 4. L'océan, c'est 11. Depuis l'histoire de l'origine de la vie, c'est 11. Ça veut dire qu'on est dans un système où notre organisme raconte l'histoire de la vie et de la sortie de l'océan. Premier fossile que nous avons à Paris, daté à 345, des cyanobactéries. Et ça, tout à l'heure, en arrivant, quand on m'a accueilli ici devant l'entrée, là, il y a une flaque d'eau. Vous allez la regarder avec attendrissement en sortant, cette flaque d'eau. Elle contient des cyanobactéries. Quand on parle d'entreprise durable, 3 450 millions d'années, 3,45 milliards. Elles sont toujours là. Comment elles ont fait? On s'en fout. Hein, l'imprévoyance de l'humain, son arrogance, surtout chez les garçons, beaucoup plus que chez les filles, et la cupidité. Malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Ou alors elles sont amoureuses d'un mec cupide. Alors, ça ne change pas grand-chose. Hein. Donc on est sur quelque chose où, comment on va reprendre tout ça? C'est extrêmement important.
elles sont toujours là, les cyanobactéries. Quelle entreprise plus durable que cela? C'est magique. Les lichens qui sont les premiers à sortir de l'eau. Alors je vous ai mis ici, pourquoi est-on intranquille? On est intranquille parce qu'effectivement, il se passe plein de choses au niveau de l'environnement, on vous en a parlé. L'énergie, comment on est passé de la domestication du feu à l'énergie nucléaire, c'est une vraie question. Les nouvelles tech, nanotech, robotique, la numérisation, on vous raconte des trucs incroyables, on va tout changer, les robots vont tout changer. Demain, on va hybrider des robots avec des humains. Je voyais récemment des japonaises qui non seulement voulaient faire des câlins à leurs robots, mais voulaient être fécondées par leurs robots. Bon. Des gens ça va marcher, hein. Mais quelle est la trivialité de ce qu'on peut faire? Et c'est ce que dit encore Edgar Morin. Devant cette frénésie de découvertes scientifiques et technologiques, comment on a la conscience pour les utiliser de la meilleure façon favorable pour l'humanité? Demain, on va vivre 1000 ans. Diantre, 1000 ans. Ils vont s'ennuyer comme c'est pas possible. Et puis c'est la haine de chaque bébé qui va naître, hein, parce qu'il va venir vous bouffer vos réserves, le bébé qui va naître dans ces conditions-là. On travaille pour 0,0001% des humains. Ça coûte des fortunes. Où là-dedans se retrouve le respect de l'autre? L'amour, il est où l'amour? On l'a perdu. Même les relations entre garçons et filles, elles sont assez exécrables en ce moment. Regardez ce qui se passe. Hein. Combien de féminicides en France depuis le début de l'année? Elles sont où les femmes? Moi qui travaille beaucoup avec les entreprises, les femmes, elles sont à la RSE, au RH, voilà. Et puis c'est tout, parce que c'est pas très important pour le chef d'entreprise, donc on les met dans des trucs. Et tout est à l'avenant. Des métiers qui étaient très rémunérateurs comme la médecine, ou les écoles vétérinaires, aujourd'hui c'est 90% de filles. Et les garçons, ils sont ailleurs. Donc il y a vraiment des questions à reprendre en permanence. Comment on élève une petite fille? Comment on élève un petit garçon? Dans un contexte de démographie qui continue à galoper, deux chiffres aussi, j'aime bien les chiffres. 1945, 2,1 milliards d'humains. 12 000 ans, 5 millions. 5 millions il y a 12 000 ans, quand l'homme s'arrête, il n'y a plus que Sapiens. On invente agriculture et élevage. 5 millions. 8 milliards aujourd'hui. On a multiplié par 4 la population humaine sur 70 ans, en fait. Et puis surtout, les ressources qui s'en vont. N'oubliez pas qu'on a un monde de bactéries, de protistes, des grosses cellules à noyau, les levures par exemple, ou bien les microalgues marines, les invertébrés. Et je vous ai mis des plantes. Et quand Paul Ehrlich est reçu récemment à l'Académie des sciences royales britanniques, il fait une leçon qui est « Can a collapse of global civilization be avoided ?» Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Jolie question. C'est une vraie question, il faut qu'on se la pose. Mon but avec vous cet après-midi, ce n'est pas vous désespérer, c'est de vous faire réagir. Et surtout que vous partiez d'ici, du Ménesmer, avec des questions que vous ne vous posiez pas auparavant. Si j'ai réussi ça, je serais content. Et puis voilà, l'aspect social, évidemment. Et on revient à ces histoires de gilets jaunes. Alors en plus, c'est dramatique, parce qu'on a voulu faire croire à ces gens-là que l'écologie était un sport de riches. Nicolas Hulot s'est fait agresser au départ en disant « Oui, l'essence est trop chère, vous ne vous rendez pas compte ?» Bien sûr qu'il y a des questions sociales. Et Nicolas l'avait dit, il faut d'abord résoudre les questions sociales avant de mettre des taxes en place. Et moi, je suis contre les taxes rajoutées en permanence. Je ne suis pas contre les taxes qui toucheront à l'environnement, à condition de les substituer à des taxes qui, auparavant, bien sûr, vont être enlevées et qui sont plutôt délétères pour notre environnement. Voilà, le débat est lancé. Chaque fois que ça bouge, il y a un impact social. Les plaies de l'écologie, le productivisme agricole, ça, les Bretons le savent très bien, on peut très bien changer. Mentalité, façon de faire, on a les connaissances qu'il faut. Qu'on arrête la monoculture intensive. Jamais dans la nature, il vous avez un système où vous avez une seule espèce. J'ai deux exemples. La sylviculture intensive, par exemple dans les Landes, chez moi, du pain maritime partout, que ça, rien d'autre. Et puis une maladie, une chambre d'hôpital avec les maladies nosocomiales. Une bactérie banale, un pseudomonas, un staphylocoque. Vous rentrez là-dedans, vous êtes mort. Et c'est un drame dont la France politique ne se préoccupe pas aujourd'hui, l'antibiorésistance. On va tous en crever. Récemment, on a séquencé en Allemagne 5 cm de terre sous une porcherie, qui était là depuis 50 ans. C'est effrayant. C'est bourré de gènes d'antibiorésistance qui font que si demain, une maladie banale qu'on savait traiter il y a 10 ans survient, on ne saura pas traiter. Je ne suis pas contre les antibiotiques, ils ont sauvé beaucoup de vies. L'usage qu'on en a, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, le surusage qu'on en fait est catastrophique. Ça peut se gérer. L'eau. Un bébé humain, c'est 3/4 d'eau. Arrêtez de laver votre bagnole avec de la flotte. Il pleut assez.
Quand je vois un type qui lave sa voiture, je m'arrête, je lui dis, écoutez, monsieur, vous lavez votre voiture avec une molécule qui fait les 3/4 d'un bébé. Oh, le mec, il ramasse son truc dans un coin, là. Et je sais pas si après, quand je suis parti, il recommence. Mais il faut penser à des choses aussi simples que cela, finalement. La pêche. Moi, je suis pas du tout... J'aime la pêche, mais la surpêche, c'est stupide. On tue la poule aux œufs d'or, et ça, on sait faire. Aujourd'hui, on a les moyens. La forêt s'en va. Pour la forêt tropicale, à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, la forêt tropicale aura disparu. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est plus de la moitié de ce qui existe sur la Terre. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. M. Bolsonaro ne va pas arranger les choses, bien sûr, hein, au Brésil en ce moment. Là, le vivant s'en va et on pollue tout. Partout. Nous sommes bourrés tous ici de produits polluants dans les cheveux, dans les trous de nez, dans notre lit, partout. 150 000 molécules de synthèse inventées depuis la Seconde Guerre mondiale que la nature ne sait pas dégrader. Le vivant a un gros avantage par rapport à nous. Le vivant jamais n'invente une substance qu'il ne sait pas dégrader. Des poisons horriblement violents. Hein. Manger une amanite phalloïde, le venin de cône est incroyablement toxique, le venin d'abeille, un venin de crotale. Mais le vivant sait le dégrader. Nous, le pire drame que j'ai vécu au niveau des pesticides, c'est la chlordécone aux Antilles. C'est un cyclohexane avec 8 atomes de chlore. Le type qui a inventé ça, il devait être en tôle pour moi aujourd'hui. On sait à ce moment-là qu'une molécule comme ça, jamais le vivant ne saura le dégrader. Il n'y a aucune justification pour l'utiliser. On l'interdit, d'abord aux États-Unis, puis en France. Et puis un préfet, il y a quelques années, la réautorise en Martinique et en Guadeloupe pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane. Ces îles sont empoisonnées pour 3 siècles. C'est ça l'imprévoyance que j'évoquais tout à l'heure. Le court-termisme. Rien ne justifiait cela, bien évidemment. Comment on fait maintenant ? Les cancers de la prostate, ils explosent en ce moment aux Antilles. Les cancers du sein chez des jeunes femmes, des cancers du sein chez l'homme, chose qui était très rare auparavant. Moi, je regarde beaucoup les durées de vie, ça m'intéresse beaucoup. J'ai plein d'amis dont la maman atteint 100 ans en ce moment ici en Bretagne. Vous verrez, autour de vous, vous en avez aussi. Hein. Donc, en 1920. Eh bien, ces femmes, quand elles sont nées, leur maman enceinte n'a pas bouffé de pesticides. Les bébés n'ont pas mangé de pesticides. Moi, j'attends de voir les durées de vie des femmes nées après 1950. Vous allez voir que ça va considérablement changer. Alors, tout ça, on peut résoudre tout ça. Le seul où c'est trop tard, eh bien, c'est le climat. Laurent vous en a parlé. Le climat, c'est flippant parce que l'homme, bien sûr, est pour beaucoup là-dedans. Et bien, c'est trop tard, il fallait s'en occuper avant. Donc, ce qu'on peut faire, il a dû vous le dire, ce qu'on peut faire, c'est limiter les dégâts et puis de commencer à s'adapter. Sans cacher dans le fait d'adaptation qu'on ne fait rien pour que ça change. Donc là, il y a un vrai défi majeur lancé à toutes nos civilisations. Alors, regardez, je vous emmène à Chauvet. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à l'original de Chauvet. Vous pleurez à chaque fois. On a 300 mètres de l'entrée de la grotte. Le cadeau des dieux, c'est qu'après la facture de ces dessins, le plafond de la grotte s'est écroulé et a fermé un sarcophage de 37 000 ans. Et quand Jean-Marie Chauvet le retrouve, c'était le 19 décembre 1994, il révèle au monde cet incroyable milieu qu'est la grotte Chauvet. 14 espèces animales, il n'y en a que 7 à Lascaux. À Lascaux, ils sont déjà partis, c'est 20 000 Lascaux. Il n'y a pas de rhino, il y en a un rhino à Lascaux. Donc c'est intéressant parce que, question que je vais vous poser tous, d'abord, qui dessine comme ça, là ? 37 000 ans. Et deuxième question, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire ça ? Au fond d'une grotte, à 300 mètres de fond, personne ne verra vos dessins. Faites faire un dessin à un enfant tout à l'heure, vous allez voir, il vous prend une feuille, il fait un beau dessin, et vous demandez un deuxième dessin. Il demande une deuxième feuille. Là non, on dessine par-dessus. Pourquoi on fait une panthère sur un rhinocéros, et pourquoi on fait effectivement un mammouth sur autre chose ? À quoi ça sert ? Et là, je relance le débat par rapport à nos critères d'aujourd'hui. Pensez à tout ce que vous avez fait depuis ce matin qui ne sert à rien. À rien du tout. Mais qui vous a donné du plaisir et du bonheur. Venir m'écouter, par exemple. Et c'est mutuel. C'est ça. Donc, comment avoir des critères de bien-être, de vie agréable ? Comment émerveiller nos enfants pour qu'ils aient foi dans l'avenir ? Pas que des trucs plombants, en fait. La collapsologie, mais c'est monstrueux, en fait. En faire une science du collapse, ça n'a pas de sens. Comment faisons-nous pour l'empêcher, ce collapse ? Il peut arriver si on ne fait rien, je suis d'accord avec eux. Hein. Mais j'espère encore qu'on va faire quelque chose. Alors, question posée par des géologues il y a 10 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions d'une nouvelle crise d'extinction ? C'est une vraie question.
Parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change. Voilà, ça c'est la question qui est lancée. Et la courbe la plus difficile que je vais vous montrer, c'est la suivante. Celle-là me fait mal. En vert, c'est le sauvage, les espèces sauvages, ici. 10 000 ans, 1900, 2000, demain. On a un effondrement du sauvage. Tout s'en va. Nos girafes, nos éléphants, nos hippopotames, nos papillons, nos abeilles, tout s'en va dans l'indifférence générale. En bleu, animaux domestiques. On croule sous les vaches, sous les cochons, sous les poulets, sous tous les pintades, les dindons, les chevaux, les chiens et les chats, bien sûr. On ne les bouffe pas, mais c'est une catastrophe, on en a beaucoup trop. Et l'humain, en rouge, voilà. Donc c'est très clair, hein. Je ne vais pas faire un dessin très longtemps. Allez me nier ça. On a une explosion du domestique et de l'humain. L'humain n'est jamais seul, il est toujours associé, bien sûr, à ces animaux domestiques, hein, et un effondrement du sauvage. Ce qu'il faut dire à Franck Courchamp, un écologue d'Orsay récemment, si on continue comme ça, le seul gros animal qui restera demain sera la vache. Je vous rappelle qu'il y a sur la Terre un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'eau, regardez. Les femmes africaines, on avait calculé à l'époque de la COP 21 le coût en heures de travail en plus du changement climatique. L'eau est de plus en plus lointaine et de plus en plus souillée. Ces gamines, elles font 15 à 17 km par jour, tous les jours. 20 fois, je me suis arrêté sur les routes africaines, mesurer le volume d'un bidon en plastique chinois, en plastique jaune. 17 litres. Elles partent à vide, elles reviennent avec 17 litres d'eau sur la tête, entre les bras, sur un vélo. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Elles ne vont pas à l'école. Vous voulez régler la question de la démographie? Remettons les filles à l'école. Il y a une très belle courbe, plus une femme est éduquée, moins elle fait de mômes. Partout, ça marche. On peut être amené à en faire même éduquer, mais c'est des cas particuliers. Globalement, c'est comme ça que ça marche. Pas de salaire, on ne les paye pas pour faire ça. Elles ne vont pas à l'école, on ne les paye pas. En Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et enfin, comme les mecs ont des kalachnikovs, elles font de mauvaises rencontres en route. Et on les féconde. Voilà. 700 millions de femmes en Afrique concernées. Ce n'est pas des petites blagues que je vous raconte là. Hein. Donc là, il y a une vraie question écologique, la relation garçon-fille. Et l'eau. Une goutte d'eau de mer, partout où que vous alliez, à Roscoff, on va en baie de Douarnenez, j'enlève les poissons et puis j'enlève les invertébrés. J'ai des centaines de milliers de microalgues, des protistes, des millions de bactéries, les gros points jaunes et les tout petits des virus. C'est partout comme ça depuis l'origine de la vie dans l'océan. Ça fait 98% de la masse de l'océan. Et ça joue un rôle considérable dans la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique. C'est un océan vivant qui sait bien faire ça. Deuxième écosystème, il y a un monde agricole très fort ici dans les monts d'Arrée. Ça, c'est un sol breton, là en face. Un sol vivant. Nos techniques actuelles d'empoisonnement des sols a tué la moitié des sols de la planète. Nous voulons des cocoricots. Parce que dès qu'il y a un coquelicot, ça veut dire que ce n'est pas tout pourri. Hein, il y a encore quelque chose par endroit. Hein, il reste quelques vers de terre, il reste quelques colamboles, il reste quelques acariens. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains si on détruit nos sols. Il y a un gros challenge, ça vient doucement. Hein. Il y a un gros challenge. Il n'y a pas que le bio. Moi, je travaille beaucoup avec le monde viticole bordelais en ce moment, de la biodynamie. Il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, mais de l'agroécologie. Il n'y aura aucune agriculture sans principes écologiques. Il n'y aura aucune santé publique sans principes écologiques. Ça, oubliez le reste, ce n'est pas possible. Comment on fait? Comment on réagit tous ensemble? Des nématodes, des vers de terre. Le quart des espèces connues sur la Terre viennent des sols. Le quart, 2 fois plus que dans l'océan. Et troisième et dernier écosystème, c'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. On a tous été bébés humains à la naissance, ici dans la salle, filles et garçons. Vous ne vous rappelez pas, mais votre maman se rappelle? À quel moment le bébé humain entre en contact avec la vie terrestre? Ce n'est pas pendant la grossesse. Il est isolé. C'est au moment de la rupture de la poche des os. À ce moment précis, les bactéries qui sont dans l'utérus de la maman vont se précipiter pour aller contaminer, dans le bon sens du terme, ce bébé. Un bébé humain, il met 2 années à avoir ces bactéries à lui. Et ça, on l'a modifié depuis 40 ans. 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Si j'enlève les maladies qui sont liées à l'âge, ou c'est lié à l'exposition au soleil, on n'allait pas se mettre à poil en 1920 sur les plages du littoral français. Tout le reste est lié soit au climat qui change, soit à la biodiversité qui change. Et regardez.
Tara Océan, on fait un tour du monde avec un voilier entre 2009 et 2013. On séquence 35 000 stations, les 3 premiers mètres de l'océan. Et on ramène 600 000 bestioles comme ça, nouvellement connues. Alors, bestioles entre guillemets, hein, ce sont des virus, des bactéries et des microalgues, des dinoflagellés ici. 600 000, alors qu'on ne connaissait que 300 000 espèces dans l'océan. On double ce qu'on connaissait sur une manip de 3 ans. Et regardez. En bleu, ce sont des gènes de microalgues marines. En rouge, mon bébé. Des gènes de petits humains. Et en gris, nous avons ici dans la salle tous un tiers notre ADN en commun avec les microalgues marines. Les 2 tiers avec une mouche. 98% avec un chimpanzé. 60% avec une banane. Quand vous le regarderez la prochaine fois, la banane, tiens, bon, on a une parenté. Hein. 60%, je parle de l'ADN codant, on est d'accord. Hein. 60% en commun avec la banane, je vais la manger un peu plus religieusement. Je ne vais pas mordre dedans un seul coup. Hein. On sort du même moule. Et pour vous achever et terminer cette partie-là, voilà, ça c'est votre lit ce matin. Entre 1 et 2 millions d'acariens par lit humain, parce que vous y avez dormi. Vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine ou votre copain. Hein. Ils sont dans votre trou de nez, dans vos cheveux, dans vos yeux, partout. Ben voilà. Et dès qu'on va admettre ça, j'espère que je vous ai convaincu, et que nous faisons partie de la nature, ben on va l'agresser beaucoup moins que ce qu'on faisait auparavant, parce qu'effectivement, dès qu'on l'agresse, on s'auto-agresse. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Je termine alors. Voilà, c'est quoi la biodiversité? C'est ça la biodiversité. Ce n'est pas des papillons ou des oiseaux ou des chevaux. C'est ça la biodiversité. Hein, si j'enlève le nickel des couverts et le verre des bouteilles, c'est que du biologique. Nous ne mangeons que ça et on ne coopère qu'avec ça. Alors la vache, bien sûr, qui a été choisie pour 1,3 milliard de vaches. Des 100 milliards de poulets qui prennent la place, bien sûr, de la faune sauvage. Comment on gère ça? Je ne suis pas végane, hein, mais c'est sûr qu'il va falloir manger moins de viande, beaucoup mieux choisi, rémunérer le monde agricole. Vous savez, un des plus grands drames qu'on ait vécu au niveau agricole récemment, c'est le low cost en matière d'alimentation. Acceptons de payer ce qu'on mange, et croyez-moi, le monde agricole est capable de nous fournir des produits de qualité. Il n'y aura plus de pesticides dedans, ça c'est clair. Hein. Parce que je ne vais pas aller payer un vin 500 € si je retrouve des saletés dedans, c'est bien évident. Hein. Donc on va aller vers quelque chose où ça peut changer. Il faut payer un peu. On me dit, mais comment ils font les pauvres? Écoutez, moi je regarde les gilets jaunes, quelquefois, qui font leurs courses, ils bouffent des chips. Le chips, c'est 7 fois plus cher que la patate. Donc il n'y a pas des questions d'éducation qui sont liées à ces questions-là. Alors bien sûr, il faut aider. Puis alors, 2 chiffres dramatiques. Le productivisme agricole français, c'est 8 milliards d'euros de subventions. Le bio, c'est 145 millions, 40 fois moins. Donc, où mettons effectivement les conditions de produire des produits sains qui empoisonnent personne, manger avec émerveillement, cuisinons un petit peu, c'est une vraie question ça aussi. Donc le monde agricole, on ne peut pas s'en passer du monde agricole. Et ça, c'est un très beau travail sorti l'an dernier. Un arbre n'est jamais seul. Il est associé à des millions de petits organismes dans le sol. Et nous, c'est pareil. Ce livre est très beau. Nous sommes entrelacés. Un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Elles dialoguent entre elles tous les jours. L'obésité, on a regardé. Les bactéries d'un gros, ce n'est pas du tout les bactéries d'un maigre. Hein. Et maintenant, on est rendu à récupérer le caca d'un maigre pour le remettre d'un gros pour le faire maigrir. Ça marche. C'est dégoûtant, mais ça marche. Donc vous voyez que où sont les systèmes? Tuer la prévoyance, l'arrogance et la cupidité. Je vois qu'elle s'inquiète, la maîtresse de maison. Juste ici, vous montrer que l'humain a progressé grâce à sa technologie. Bien sûr, elle va tout changer, la technologie. Quand le premier polytechnicien passe du biface, 3 millions d'années, on n'a que ça. Pour chasser, pour tout. C'est un outil et une arme. Puis on invente l'arme de jet. Je tue à distance, ça va tout changer. Pour la première fois, les grands prédateurs vont avoir peur. Ce petit machin tout mouillé qui fait 40 kilos, tout noir, avec des poils dessus, là, il tue à distance. Il tue au fond de la pièce, une proie ou un prédateur. Et c'est là que l'humain va profondément changer. Et quand je vois ces gamins, aujourd'hui à 14 ans, à la frontière entre le Congo et le Soudan, qui ont tous des kalachnikovs, chinoises, 50 € une kalash. Ils ont violé toutes les filles du village à côté et ils tuent tous mes éléphants, mes girafes, mes zèbres et mes panthères. La moitié est partie en 40 ans. Et là, je vais revenir encore aux garçons et aux filles. Ce n'est pas des filles qui font ça, c'est que des mecs. Souvent, moi, je ne suis pas contre la chasse, mais ça dépend ce qu'on fait. Alors, quand ils m'énervent un petit peu trop, je leur dis, voilà, je vous donne un biface comme ça, et allez me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, là, c'est chance. Hein. Je vais terminer.
Ça, c'est les papiers qu'ont fait partir Nicolas Hulot. 30% des oiseaux communs dans les territoires agricoles sur 15 ans. Les 3/4 des insectes qui volent sur 27 ans. Un travail ici fait en Allemagne aussi sur les... C'est effroyable, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a fait l'IPBES, on a réfléchi à tout ça et on publie le 6 mai 2019 que si on continue comme ça, on va perdre entre 1 demi-million et 1 million d'espèces qui vont partir. Comment la presse réagit? Voilà, Le Monde, il y a 2 ans, quand 15 000 scientifiques disent au chef d'État « S'il vous plaît, il faut qu'on change ». On s'intéresse à ce climat et puis on s'intéresse à ce vivant qui s'en va, on fait quelque chose. On a les moyens intellectuels et techniques pour faire quelque chose. On sait maintenant. Alors le président Macron, il venait d'être élu à l'époque, donc il réagit très vite. On est le 12 décembre 2017 et il crie, durant le sommet de la planète, « Nous ne prenons pas le chemin économique de résoudre et financer l'accord de Paris ». Et là, après l'IPBES, voilà comment le même journal réagit. Vous voyez, c'est intéressant de comparer, à 2 ans d'écart. Hein. Et là, Le Monde dit, bah, écoutez, il n'est pas trop tard pour faire quelque chose, pour ne pas désespérer les gens. Je conclue. Donc je vais passer là-dessus, parce que ça va être trop long. Alors simplement, une chose qu'on oublie souvent, c'est que le vivant est affecté par le climat qui change. Mais le climat change quand le vivant s'en va. Hein, vous coupez les arbres, il ne pleut plus. Et quand il ne pleut plus, il n'y a pas d'agriculture. Les paysans s'en vont à la périphérie des villes. La mer, des beaux écosystèmes marins, le corail, la mangrove, le profond. Là, une plongée il y a 15 jours, je suis allé 10 minutes à Banyuls. Voilà, en 10 minutes. Voilà ce qu'on a fait de l'océan. Et on n'a pas honte. Que vont penser nos enfants? La pêche, regardez les concours de pêche. Ça, c'est un truc de mec aussi. Le mec, il faut le plus gros truc qu'il puisse avoir. Le plus gros poisson, j'ai gagné, je suis le meilleur de la planète. Bon, la virilité, elle a pris un sacré coup parce que sur 75 ans, il passe de 1000 kilos à 140 grammes. C'est des concours de pêche réels hein, qui ont été photographiés. On fait de la science sur des exemples comme ça de coupures de journaux. C'est super intéressant. On a massacré tous les gros. Philippe Curie nous dit en 15 ans, on a extirpé 90% de tous les gros poissons de l'océan. Le spatial est extrêmement important parce que les 3/4 des données viennent du spatial. Je vais passer là-dessus aussi. Les maladies liées à ces changements dont on parlait tout à l'heure, plein de choses nouvelles, des maladies auto-immunes, des maladies allergiques, des maladies infectieuses. Regardez la carte en haut, c'est Paris, août 2003. 15 000 morts. Oh, on me dit l'humain, l'écologie, c'est pas pour lui. 15 000 morts. 100 000 morts en Russie en 2010 pour une vague de chaleur. Eh bien, entre les rues en rouge et le bleu où il y a des arbres, 7 à 8 degrés d'écart. Je veux dire à Laurent, on était allé rue d'Ulm, où est l'école de Malsupérieur. Je voulais embêter mes copains de la rue d'Ulm. Hein. Il n'y a pas d'arbres. 7 degrés plus chaud qu'au centre du jardin des plantes. Eh bien, ça passe ou ça casse. Donc, les îlots de chaleur en ville, on prévoit aujourd'hui 2 à 3 semaines, au-delà de 50 degrés dans Paris en 2050. Si on ne s'occupe pas de ça maintenant et qu'on ne ramène pas des arbres en ville, je crois qu'on aura beaucoup de mal à passer la situation. Voilà, on vit de plus en plus vieux, c'est faux. On a gagné 35 ans d'espérance de vie sur 140 ans. C'est vrai. Mais en 2008, ça s'arrête. Jeanne Calment reste toujours la humaine qui a vécu le plus longtemps. 122 ans, 4 mois et 17 jours. Donc on sent quelque chose qui nous rend un peu intranquille. Est-ce qu'on n'est pas au taquet? À nos limites, on a fait un livre là-dessus. On ne vit pas plus longtemps. On ne grandit plus. J'étais en Hollande. La Hollande est magnifique. C'est le pays où ils sont les plus grands du monde. Les plus grands humains de la planète, en moyenne, sont les Hollandais. C'est vrai que je fais cours à des filles, elles font tout 1m90. Moi, je suis le petit latin qui regarde comme ça. Hein. Mais il y a des petits mecs qui aiment les grandes filles. Hein. Mais c'est pour vous dire, elles font 1m90. Elles ont grandi sans arrêt jusqu'en 2008. Ça s'arrête en 2008. On ne grandit plus du tout. Et les Hollandais travaillent beaucoup là-dessus. On ne vit pas plus longtemps. Et puis enfin, tous les records sont au taquet. Je vous ai mis ici le 800 mètres plat. Je vous ai mis le saut en hauteur et le lancement du poids. Les filles à gauche, les garçons à droite. Ben, regardez. Avec des monstruosités. On me parle d'humains augmentés. La technologie va tout sauver. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez les filles. Ici, là. Aucune femme actuellement au monde ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. C'est ça l'humain augmenté qu'on vous nous présentez. C'est ça qu'on veut pour demain. À quel prix? Ces gamines n'ont jamais eu de règles de leur vie. Voilà, c'est ça. C'est mythologie du transhumanisme. C'est ce genre de choses, effectivement. Voilà, je suis conclu par les philosophes. C'est clair que deux possibilités qui marchent bien, ce sont les sciences participatives.
Que tous on participe à l'acquisition de connaissances. Parce que le jour où on sera battu pour notre mare à grenouilles, le député du coin, il ne pourra pas faire un parking par-dessus. Hein. Là, 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation, papillons et oiseaux. Et on montre qu'en 18 ans, les oiseaux ont fait 33 km vers le nord, les papillons 114. Et deuxième intérêt, c'est le biomimétisme. Là, on va effectivement, non pas copier, mais s'inspirer de la nature. Parce qu'elle marche depuis tellement longtemps, cette nature. Le train le plus rapide du monde, inspiré du CX du Martin Pêcheur. C'est très bruyant. On fait une double bio-inspiration, on le recouvre de systèmes inventés des plumes de hibou, parce que le hibou, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas. Hein. C'est magique. Et ça marche. C'est moins cher, ça marche mieux, c'est plus léger, ça dure plus longtemps. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre tous à la bio-inspiration? On a beaucoup de colloques en ce moment là-dessus. Hein. Voilà. Un philosophe, Sri Aurobindo, à une époque où il n'y avait ni écologue ni écologiste. Alors, transformation radicale, pour un biologiste comme moi, ça s'appelle métamorphose. Et je crois qu'il nous faut vraiment une métamorphose, hein, dans notre tête, dans nos tripes aussi. Il faut que ça passe dans les tripes, cette histoire-là. Greta Thunberg a ça dans les tripes. C'est pour ça qu'elle pleure quand je lui dis que mes grenouilles s'en vont, en fait. Hein. On n'a pas réussi, nous, en fait. Les plus grandes manifs, gilets jaunes ou climat, c'est 500 000 personnes. Comment on sera 2, 3, 4 millions dans la rue pour refuser ce monde qu'on nous propose qui est insoutenable? C'est la vraie question. Voilà, c'est la dernière image pour rassurer. Edgar Morin, je vais terminer avec lui. Je l'aime beaucoup. Il aura 100 ans dans 1 an et demi, Edgar. Et il dit finalement la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. Il dit c'est la science, la technique, là-dessus on est d'accord, nous scientifiques, hein, c'est l'économie, laquelle est le profit. Bon. Ça me capitalise. Si le profit nous sert à créer de l'emploi, ça ne me gêne pas, à condition que l'emploi ne soit pas créé en détruisant la nature. On est bien d'accord, hein, ça c'est très clair, bien sûr. Hein. Mais il dit chacun de ces moteurs peut être bénéfique, finalement, ou délétère. Et il dit, le probable, que je vous ai décrit rapidement, et Laurent aussi sur le climat, ben, il est assez inquiétant. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Et voilà pourquoi je vous remercie d'être venus nous écouter tous les deux. On se bat pour que ce probable-là qu'on nous promet ne se passe pas. J'y crois. Mais on le fera que si on accepte de changer. Et je conclus en disant finalement, comme dit Edgar, ben, le futur n'est jamais joué. Il faut dire à un jeune que rien n'est foutu, sinon c'est terminé. Rien n'est foutu, mais simplement il faut qu'on fasse différemment de ce qu'on a fait avant. Chaque jeune fille à laquelle j'enseigne en médecine ou à l'école vétérinaire à Lyon ou à Paris, je leur dis, vous savez, vous ne vivrez ni comme votre maman, ni comme votre grand-maman. Mais sur un monde qui peut être largement aussi merveilleux. On ne va pas revenir à des trucs de la bougie ou de quoi que ce soit. Donner de l'espoir et de l'amour, c'est absolument essentiel. Et il dit, notre ami Edgar, on est Faber, on est pas mal démons, c'est pas encore Sapiens. Il dit au président Macron, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et voilà, comment le vivant fait, c'est de ça qu'il faut s'inspirer dans notre économie aujourd'hui. Le vivant innove tous les jours, pour tous, y compris par les gilets jaunes. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Hein. Inventer des transhumanistes, c'est pas pour les gilets jaunes, ça. Donc on va encore augmenter la fracture sociale. Ensuite, le vivant fait tout avec une énorme économie d'énergie. Une libellule, la des belles ici au Ménesmora, elle vole à presque 100 km avec 2 watts, 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Le pilote, le type, je vous emmène à la foire à Brest, là, tout à l'heure, là, je ne sais pas s'il y en a une en ce moment. Vous allez payer 10 € pour faire un tour de manège épouvantable. Vous allez vomir votre 4 heures. Vous avez payé 10 €, vous avez encaissé 4, 5 ou 6 G. Elle encaisse 30. Mais comment elle fait? Et ça marche depuis 345 millions d'années. Et qu'est-ce qu'on fait des libellules ici? Des parkings par-dessus. On fait pipi dans la mare, on met des pesticides dedans. C'est effroyable. La nature ne fait jamais une substance qu'elle ne sait pas dégrader. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et enfin, la nature ne maximise jamais ni les coûts ni les profits. Elle optimise. Depuis les origines de la vie, c'est comme ça. Et nous, on ne sait pas faire ça. La nature ne fait jamais de déchets. Vous imaginez, elle fait des déchets. Mais elle a toujours un acheteur pour ces déchets. C'est magique. Nous, on croule sous nos déchets, là. Le nucléaire, c'est un bel exemple, par exemple. Hein. Jamais la nature aurait inventé ça. Le soleil sait faire ça, mais le soleil, c'est le soleil. Donc, la conclusion, elle est là, très claire, nette. Hein. C'est aujourd'hui, arrêter cette économie stupide et suicidaire qui consiste à gagner de l'argent en détruisant ou surexploitant la nature. Et je vais prendre le cas breton en plein fouet, là, de plein fouet. Vous aimez la Bretagne. J'aime la Bretagne. On a envie d'y vivre.
on y veut une famille. On se prétend peuple breton, donc on veut y vivre décemment, avoir des enfants, des petits-enfants, créer de l'emploi, sans la détruire. Voilà le vrai challenge qui est lancé à nous. Sinon, ça se terminera comme ça et on ne saura pas gérer. Merci beaucoup.